Bonjour, merci de nous avoir rejoints dans Fil Éco. Comme chaque semaine, on revient sur l'actualité économique locale et on commence avec le sommaire. Zoom dans ce Fil Éco sur la médiation du crédit aux entreprises, un service souvent méconnu mais qui permet aux sociétés de trouver une solution face à des difficultés de financement. Saint-Quentin-en-Yvelines et l'entreprise WazeUp ont été récompensés lors des trophées de la mobilité. Nous découvrirons également une application dédiée à l'autopartage et au covoiturage dans l'entreprise Assystem. Nous nous intéresserons enfin aux imprimantes 3D dans notre dossier, un marché qui prend de l'ampleur et qui offre de multiples possibilités. Exemple chez A4 Technologies qui vend et utilise ces imprimantes. Et puis dans l'entretien, nous reviendrons sur le parcours d'Axel Courson, bonsoir, et Maria Gaffney, bonsoir à tous les deux. Vous avez tous les deux donc lancé votre entreprise cette année, une brasserie locale et une néocrêperie. Noël Collin, bonsoir. Vous faites partie de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Vous avez suivi leur parcours. On revient avec vous dans un instant, mais avant ça, on regarde les actualités économiques de la semaine. La médiatrice nationale du crédit aux entreprises, Jeanne-Marie Prost, était aujourd'hui à la préfecture de Versailles. L'occasion de faire un point sur son action. La médiation du crédit aux entreprises a été créée en 2008 suite à la crise financière. Elle s'adresse aux entreprises qui rencontrent des difficultés de financement ou d'assurance crédit. Une fois saisies, elle tente de trouver des solutions adaptées en accord avec les partenaires financiers des entreprises concernées. Il faut pour cela remplir un dossier sur Internet. En quelques clics, il va saisir son dossier et dans les 48 heures, le médiateur départemental, donc dans son département, va le rappeler au téléphone, va donc prendre contact avec lui tout de suite pour faire le point sur son dossier et ensuite rencontrer les banques. On a fait les premières réunions avec les banques en février 2014, le 5 et le 12 de mémoire, et on a clôturé le 24 avril. Donc c'est-à-dire que le 24 avril, j'ai obtenu, grâce à la médiation du crédit, j'ai obtenu les crédits, ce qu'elle veut dire, de l'un de mes partenaires bancaires. Et depuis sa création, 35 millions d'euros de crédits ont été débloqués dans les Yvelines avec un taux de médiation réussi de 63,2%. 328 entreprises ont ainsi pu poursuivre leur activité et près de 3800 emplois ont été préservés. Depuis le début du mois, des artisans, industriels et commerçants peuvent joindre le RSI, le régime social des indépendants, via 2 numéros courts, le 3648 pour les prestations et les services et le 3698 pour les cotisations. Ces lignes sont non surtaxées et ouvertes de 8h à 17h, de quoi simplifier les choses pour l'ouest de l'Île-de-France. Et pour rappel, le RSI assure la protection sociale obligatoire des chefs d'entreprise indépendants, actifs et retraités. Elle verse par exemple chaque année 7,4 milliards d'euros de prestations à 4 millions de bénéficiaires maladie. Les entreprises aussi font des efforts pour l'environnement. À Montigny-le-Bretonneux, une société a mis en place un système d'autopartage et de covoiturage, un service automatisé qui devrait permettre à l'entreprise de réduire ses émissions de CO2 et faciliter la vie des salariés. Des images d'Élodie Moine. 2 à 3 fois par semaine, Charles se rend sur le site de ses clients. Son entreprise Assystem dispose pour cela d'une flotte en autopartage. Un système totalement automatisé depuis une semaine. Le gain, c'est une question de rapidité, une visibilité, on va dire, instantanée sur les véhicules disponibles. La restitution aussi, qui est, j'ai pas besoin de ramener les clés à une secrétaire qui n'est pas forcément disponible ou mettre des clés dans un armoire. Via un logiciel, il peut réserver un des véhicules disponibles. Je mets le créneau horaire que je souhaite. Je renseigne un certain nombre d'informations sur le lieu de départ, le lieu d'arrivée. Et ça me permet effectivement, il va me lister les véhicules disponibles suivant mon créneau horaire. Il sélectionne ensuite le véhicule qu'il souhaite et reçoit un mail ou un SMS de confirmation. Ce système est ouvert à tous les collaborateurs, 650 personnes sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Sur présentation du permis de conduire, ils obtiennent une carte d'utilisateur. En 3 jours, ils sont déjà 150. Pour ouvrir le véhicule, c'est très simple, c'est un badge. On applique sur la petite plaquette blanche ici et ça nous ouvre les portes. Voilà. Donc il n'y a pas de clé, les clés sont dans le véhicule. Jusqu'à aujourd'hui, 70% des émissions de CO2 de la société provenaient des véhicules. Avec ce système, l'objectif est de le réduire de 15% grâce aux véhicules électriques, mais également au covoiturage proposé pour des trajets similaires. Il nous est rapidement apparu que la mutualisation pouvait répondre à notre besoin de réduction des émissions de CO2. En mutualisant cette flotte, nous en avons réduit le nombre de 30%.
La flotte est ainsi passée de 40 à 28 véhicules en libre-service, mais le choix s'est élargi de la voiture électrique à l'utilitaire. Un choix dont les salariés devraient profiter le soir et le week-end. Après l'extinction du moteur, on met fin à la réservation en appuyant sur le bouton ici, fin end, et on peut quitter le véhicule. Si le système fait ses preuves, il sera déployé sur l'ensemble des agences d'Assystem. Sur le territoire, des systèmes de covoiturage inter-entreprises ont également été mis en place. Et on continue dans ce domaine de la mobilité. La région Île-de-France et le STIF ont récompensé le territoire de Saint-Quentin en Yvelines lors des trophées de la mobilité 2014. La société Waze Up tout d'abord, dans la catégorie nouveaux usages et nouveaux véhicules. Elle propose une solution pour favoriser le covoiturage domicile-travail. Via une application mobile, les salariés peuvent trouver des covoitureurs. Une phase de test avait été lancée en janvier sur le territoire. Comme vous le voyez ici chez Renault sur ces images, on comptabilise 7% d'inscrits en moyenne dans les entreprises partenaires. Et 3 utilisateurs sur 4 ont trouvé un covoitureur sur leur trajet et à leurs horaires. Et puis la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines a également reçu un prix dans la catégorie accessibilité de la voirie. Cette fois, elle développe actuellement une application web pour les handicapés. Ils pourront trouver le trajet le plus adapté grâce à un calculateur d'itinéraire. La commune de Jouy en Josas accueillera bientôt une maison qui déménage, c'est-à-dire une maison que l'on peut déplacer d'un terrain à un autre. Un objectif pour le coup solidaire, mis en place par l'association Habitat et Humanisme. Mais la société à l'origine du projet envisage déjà de nombreux autres débouchés. Des images de Jonathan Villeman. On l'appelle la maison qui déménage, car cette maison en bois peut être déplacée très facilement. Il suffit d'une dizaine de jours pour la construire ou la démonter. Un concept créé par la SCOP Univers et Conseil. Leur premier client, l'association Habitat et Humanisme, spécialisée dans la lutte contre le mal-logement. Une de ses caractéristiques principales, c'est d'être démontable, sans laisser de traces. Pas de fondation lourde, pas de béton, tout est démontable. Et ensuite, on peut la réutiliser, donc on peut la remonter à d'autres endroits. Voilà. C'est ça qui, pour nous, rentre en lien avec notre mission d'accompagner des personnes de façon temporaire. L'habitat peut lui aussi être donc temporaire. Pendant 18 mois en moyenne, Habitat et Humanisme logent des personnes ou des familles dans le besoin et les accompagnent dans leur démarche pour retrouver une situation plus stable et un logement pérenne. Actuellement, elle aide 350 familles. Mais les logements disponibles manquent. Avec cette maison, l'association espère pouvoir occuper des terrains jusqu'ici considérés comme indisponibles. Par exemple, des terrains appartenant à des collectivités en attente d'un projet. La commune de Jouy en Josas, dans le département, a déjà accepté d'en accueillir une à la rentrée prochaine. Pour l'acheter, Habitat et Humanisme a fait appel à des mécènes et au financement participatif. Plus de 23 000 € ont ainsi été donnés par des particuliers. La construction et son installation en nécessitent 80 000. À l'avenir, l'association espère faire reconnaître ce logement comme un logement social pour bénéficier d'aides de l'État et d'un emprunt à la Caisse des dépôts. Pour ça, il faut qu'on invente ou qu'on oblige le système à inventer quelque chose qu'il ne sait pas faire, c'est-à-dire donner des subventions à un logement qui n'est pas définitivement installé à un endroit. Il n'y a aucune case pour ça aujourd'hui. Les locataires paieront environ 300 € par mois, soit 7 € le mètre carré. Les charges resteront à leurs frais, mais cette maison écologique qui repose sur 6 pieux est peu consommatrice d'énergie. Construite en bois massif ou reconstituée, cette maison reste modulable. La SCOP pourrait donc décliner cette construction. Elle a la configuration Habitat Humanisme, sachant qu'on est sur un système de parois. En fait, l'invention, c'est d'avoir des systèmes de parois qui peuvent s'assembler, qui offrent une flexibilité d'aménagement et qui ouvrent du coup sur différents champs d'usage. On a été interrogé pour faire du bureau, des ateliers. Cette maison est exposée jusqu'au 19 juillet au Parc de la Villette à Paris. Dans cet entretien, nous retrouvons Maria Gaffney, bonsoir, et Axel Courson. Nous vous suivons depuis octobre à peu près. Donc Axel, vous avez ouvert une brasserie locale. Maria, vous avez repris une crêperie à Guyancourt. Vous vous êtes rencontrés lors d'une formation à la Chambre des métiers de l'artisanat l'été dernier. Alors justement, Noël Collin, vous en faites partie. Vous êtes le responsable du pôle création, reprise, transmission. Et vous avez donc suivi cette année leur début en tant qu'entrepreneur. Alors des reportages ont déjà été diffusés
refuser un petit peu sur vos avancées. On profite de ce dernier fil écho de la saison pour faire le point ensemble. Alors pour commencer, l'entrepreneuriat, ça a été une nouveauté pour vous, c'est une première expérience. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à vous lancer là-dedans? Maria, peut-être? L'envie d'être indépendante, surtout, de créer des emplois, c'est certain. C'est un challenge à soi-même aussi qu'il faut se donner. Et voilà, c'est surtout ça. Puis et le projet en lui-même aussi, qui est moi j'ai une crêperie. Et vous travailliez auparavant dans une grosse entreprise. Oui. C'était aussi l'envie finalement de repartir dans une structure plus petite ou pas du tout? Non, pas forcément, non. J'avais un poste de directrice marketing Europe, mais c'était assez petit, hein, donc c'était toujours dans des petites structures, hein, quoi qu'il en soit. Et de reprendre une entreprise était quelque chose qui tient à cœur, de toutes les façons, et c'est un projet de vie, donc c'est le mien. C'est maintenant le vôtre, exactement. De votre côté, Axel? Moi, le projet, il partait d'abord d'une passion, donc c'était vraiment un nouveau choix de vie. Parce qu'avant, moi aussi, je travaillais dans les bureaux et c'était un quotidien qui était totalement différent. Et voilà, j'avais cette passion, je voulais la transformer en projet et en entreprise et pouvoir en vivre. Faire partie de ces gens qui arrivent à vivre de leur passion et de faire ce que j'aimais. Parce que la brasserie, finalement, le brassage de la bière, vous l'avez découvert par hasard un petit peu? C'était un cadeau d'anniversaire? C'est ça, c'était un cadeau d'anniversaire. J'avais essayé chez moi, dans ma cuisine, et je me suis pris au jeu et vraiment je me suis épanoui dedans et j'ai voulu en faire mon emploi. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans la création de cette entreprise, de cette brasserie. Et j'aimerais que ça continue. Et que pour le moment, il y a beaucoup de bons signes et je travaille dans ce sens-là à ce que ça continue. À ce que ça continue, exactement. Alors quand on se lance, on découvre beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat. Vous avez tous les deux suivi une formation spécifique à la création et reprise d'entreprise à la Chambre des métiers et de l'artisanat. C'était important pour vous d'être suivi, accompagné, de ne pas être lâché comme ça dans la nature? Absolument, oui. D'abord, dans un premier temps, ça valide aussi le projet. Parce que ces personnes-là donnent une crédibilité en fait au projet. Et ça a été quelque chose de très très important. Et on a été sélectionnés, ce qui était bien, parce qu'on était quand même pas mal en ligne. Et d'avoir été sélectionné donne beaucoup plus de conviction, quoi, en fait. Plus d'assurance au moment de présenter le projet pour trouver des partenaires financiers. On sait qu'on a fait une formation qui était un peu longue et on a été encadré par des gens vraiment de qualité avec beaucoup d'expérience qui nous ont permis de nous poser toutes les questions. C'est beaucoup de questions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé et qui bien blinder le projet pour qu'après il soit crédible et facilement défendable. Alors cette formation, c'était une formation spécifique que la Chambre a lancée l'année dernière, exceptionnelle même. Est-ce qu'il y a d'autres formations de ce type qui pourront être envisagées à l'avenir et qu'est-ce qu'elle permet finalement? Alors c'est vrai que c'était une formation exceptionnelle. On l'a lancée de manière un petit peu expérimentale et puis c'est vrai qu'au regard de la réussite de la formation et des participants, des stagiaires, on réfléchit à lancer de nouvelles formules. Après c'est vrai que nous on a notre offre d'accompagnement classique, à la fois de l'accompagnement individuel et des formations collectives qui permettent d'accompagner les porteurs de projets sur leurs projets et pour qu'ils réussissent le mieux possible. C'est une chance supplémentaire finalement que les entrepreneurs se donnent pour pérenniser leur activité? Forcément, ça permet, on l'a dit, de valider le projet, ça permet de conforter le projet, ça permet d'acquérir de nouvelles compétences parce que on a soit déjà des compétences techniques dans le métier et ça permet de valider des compétences de chef d'entreprise. Ce sont des formations au métier de chef d'entreprise. Voilà. Et puis on a des nouveaux profils dans l'artisanat, des personnes qui se reconvertissent, qui ont un profil totalement différent. Et puis ça leur permet aussi de découvrir le milieu de l'artisanat et d'acquérir aussi le métier, les compétences du métier de chef d'entreprise. Alors ça permet également d'aiguiller vers les bons financements. Ça n'a pas toujours été évident pour vous deux. Vous vous êtes tourné vers des structures d'aide pour avoir des prêts d'honneur. Alors comment ça s'est passé pour vous? Tout commence par déjà monter un dossier. Donc on a repris beaucoup d'éléments qu'on avait développés pendant la formation, donc qui sont tirés du business plan. Et après convaincre lors d'une réunion,
convaincre les personnes voilà, du bien fondé de notre démarche et de la crédibilité du projet en termes de marché et en termes de financement. Ce qu'on demande, voilà, l'argent, le montant qu'on va demander est cohérent par rapport au projet et il va être dépensé de bonne manière à ce que le projet soit viable et rentable. C'est un prêt, finalement, vous avez passé un petit peu les mêmes... pardon. Et vous avez tous les deux eu à peu près les mêmes prêts. Ça a permis finalement de débloquer des aides auprès des banques. Oui. Vous êtes arrivé plus confiant finalement face à elles? Oui, puisqu'encore une fois, ça donne une crédibilité au projet. Quand on va, effectivement, on a eu le prêt de la maison de l'entreprise, on a eu celui du NACRE, donc avec Yveline Active. Quand on est allé avec Axel avec ses bières et moi avec mes crêpes, dire on n'est pas du métier, on n'a pas l'expérience, on n'a pas la technicité, mais voilà ce qu'on sait faire et voilà ce qu'on vous propose. Et c'est très important aussi parce que ce sont des gens qui vous soutiennent et qui sont là, quoi, donc qui vous disent oui, on y croit. Et ça donne beaucoup de poids au projet. Vous avez été aussi beaucoup soutenu par votre entourage. Oui. Est-ce que finalement il y a quand même des gens qui vous ont dit non mais c'était un projet trop fou, pourquoi quitter finalement une voie voilà, déjà guidée pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'on vous l'a dit peut-être? Bon, on me l'a dit beaucoup après, une fois que j'avais mes locaux et que ça commençait à être vraiment sérieux, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ouais, quand tu es arrivé avec ton idée, on s'est dit bon, il sait pas trop où il veut aller, mais voilà, ça le tente, il va se rendre compte peut-être que c'est pas possible et finalement, voilà, on y arrive, quoi. De la même façon pour vous? Non, moi c'était au tout départ. Non, c'était au tout départ et c'est quand même assez marrant d'avoir toujours une image. Donc moi je viens du marketing, donc on me voyait que là-dedans et c'est tout et pas ailleurs. C'était juste pas possible. Donc ensuite, quand il y a eu la formation et dire oui, mais j'ai été acceptée dans cette formation-là. Oui, on a réussi un prêt avec la maison de l'entreprise. Oui, le NACRE, il est passé. Et là, on se dit ah mince. Et le pire encore, enfin, c'était le mieux, ça a été quand la crêperie a ouvert, quoi, à dire ah bah mince. Ça y est, c'est lancé. Alors Noël Collin, vous avez peut-être des conseils à donner pour qui se tourner, notamment pour les financements dont les deux entrepreneurs parlaient? Oui, alors une fois qu'on a bien ficelé son dossier, son business plan, effectivement on peut se tourner vers les partenaires du financement. Donc sur Saint-Quentin-en-Yvelines, on a la chance d'avoir un partenaire important qui s'appelle donc la maison de l'entreprise et la structure Initiative Saint-Quentin-en-Yvelines qui permet d'obtenir des prêts à taux zéro, donc ce qu'on appelle des prêts d'honneur, et toujours en complément d'un prêt bancaire. Donc forcément, lorsqu'on a ce type de prêt à taux zéro, de ce prêt d'honneur, lorsqu'on arrive à la banque, on a beaucoup plus de crédibilité et l'idée c'est de faire un effet levier sur le prêt bancaire. Voilà. Après, on a d'autres structures, notamment dans le cadre du dispositif NACRE, et on en a parlé, il y a Yveline Active qui est compétent pour intervenir sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et de délivrer du coup de nouveaux prêts. Ouais. Alors pour conclure, on va venir peut-être sur les moments forts pour vous. Quel a été le moment le plus marquant finalement? C'est peut-être l'ouverture de la crêperie, c'est tout autre chose? Les moments les plus forts dans le projet. Le moment le plus fort dans votre projet. Je crois que c'est les passages devant les jurys. Ah oui? Ah ouais. Donc les jurys pour avoir justement ces fameux prêts d'honneur. Non, aussi bien celui de la Chambre des métiers et de l'artisanat, la maison de l'entreprise. Yveline Active, on n'est pas passé, mais c'était pas en direct. Mais des obtenir, oui, c'était des moments où... Ça a été c'est un passage, c'est un jury, quoi, c'est un jury. Donc c'était dur. Pour conclure, Axel, de votre côté, ça a été quoi? Quand j'ai eu les cuves. L'installation des cuves. L'installation des cuves. J'ai vu arriver ces grandes cuves en inox et je me suis retrouvé devant. Je me suis dit, ça y est, c'est lancé, quoi, c'est parti. Il n'y a plus qu'à se... Une installation un peu compliquée d'ailleurs. Un petit peu, oui. Il y a eu des petits aléas, mais bon, ça s'est bien terminé. Bon, très bien. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus sur notre plateau. On retrouve dans tous les cas vos aventures dans le documentaire qui sera diffusé à partir du 19 juillet cet été. Et puis vous le retrouverez également sur notre site internet tvfil78.com. Merci beaucoup. Merci. Et on passe maintenant au dossier de la semaine. Le secteur des imprimantes 3D prend chaque année plus d'ampleur. Le marché s'est ouvert aux particuliers avec l'arrivée de machines moins coûteuses et plus simples d'utilisation. Mais au-delà de ces ventes, ce développement favorise aussi de nouvelles pratiques pour les sociétés. Exemple aux Ulysse dans la société A4 Technologies. Un reportage réalisé avec Jonathan Villeman.
pour les mettre sur le robot. Là, ça. Tiens, il y en a un là. Dans cette entreprise des Ulysse, on propose des outils pédagogiques pour l'enseignement technologique. A4 Technologies emploie aujourd'hui 25 salariés dans cet espace de 1700 m². Mais à sa création en 1994, Étienne Bernot n'était entouré que de quelques amis et avait pour seul local son garage. J'étais prof de technologie et puis en 92, enfin au milieu des années 90, au début des années 90, on a eu de nouveaux programmes d'enseignement technologique et comme tout prof, j'ai dû créer moi-même mes sujets pédagogiques. Et puis, j'ai fondé A4 pour diffuser des matériels pédagogiques dont j'avais eu l'idée. Au départ, son cœur d'activité était la mécanique. Mais depuis, les programmes ont forcément évolué, car la culture technologique repose aujourd'hui sur le numérique. Il a donc fallu s'adapter. Et aujourd'hui, on demande de faire travailler des élèves autour d'objets communicants, autour des objets programmables, autour d'objets qui ont une forte connotation informatique, numérique. Dans les évolutions apportées, on note la vente d'imprimantes 3D. Mais cet outil a bien d'autres utilités dans l'entreprise. Pour en comprendre son importance, le fondateur nous emmène pour une visite guidée. Donc ici, c'est la rédaction technique et pédagogique. Donc c'est là que tout commence. En fonction du besoin exprimé par les programmes d'enseignement, on imagine et puis on va concevoir des produits. Dominique, le conseiller pédagogique, est à l'origine des projets. Avec ce logiciel, il proposera aux élèves de réaliser une maison. L'impression 3D pourrait être ici un outil complémentaire. Nous sommes confrontés à une problématique, c'est que le virtuel, ça a aussi besoin, à un moment donné, de se transposer dans le réel. Et les élèves ont besoin de ça pédagogiquement. Et donc l'impression 3D vient vraiment donner du sens à leur projet, à leur créativité. L'impression 3D permet aussi de réaliser des pièces dans des temps réduits et de laisser la place à l'erreur. Une fois les projets pensés, l'entreprise réalise un prototype. Bon, là, on entre au bureau d'études. C'est là qu'on conçoit et qu'on prototype nos modèles, nos maquettes. Voilà. Donc Pascal dessine les modèles et les prototypes et en lien avec la production, les met au point. Là encore, l'impression 3D les aide à réaliser les prototypes. Dans cette pièce, nous retrouvons leurs différentes imprimantes. En tant qu'industriel, nous, on a eu rapidement besoin de prototyper nos projets. Donc, il y a quelques années, le prototypage rapide, c'était le nom des imprimantes 3D, coûtait très cher, donc on le sous-traitait. Dès qu'on a pu s'acheter une imprimante 3D, on a acheté une imprimante 3D, celle que vous voyez là, c'est une imprimante professionnelle qui nous permet de faire nos propres prototypes. Par exemple, ils ont pu créer eux-mêmes les lattes de ce store avant de passer à la fabrication. Alors là, nous sommes à l'atelier. Muriel est en train de faire du montage de robots dont les pièces ont été usinées sur les machines qui sont derrière nous. Donc ce sont des fraiseuses numériques. Là, elles viennent finir un usinage de capots d'imprimantes 3D. A4 Technologies possède dans son catalogue 3000 références. 80% de son chiffre d'affaires repose sur les produits pédagogiques, mais elle compte sur la vente d'imprimantes 3D pour diversifier son offre. Aujourd'hui, effectivement, c'est une part qui est encore un petit peu faible, mais elle est en progression. Et on est tout à fait conscient que c'est un produit qui va se généraliser dans tous les établissements. Et donc, ça va devenir véritablement, dans les 5 années qui viennent, un gros marché. Ils ont d'ailleurs créé un site internet dédié à la vente de ces machines, de quoi élargir leur clientèle et toucher les particuliers. L'impression 3D se démocratise également grâce au Fab Lab, une sorte de laboratoire numérique ouvert à tous. Dans les Yvelines, le premier Fab Lab ouvrira en septembre prochain au Château Éphémère, un espace artistique à Carrières-sous-Poissy spécialisé dans le numérique. Les Fab Labs sont inscrits dans une histoire qui est un mouvement culturel avec un certain nombre de valeurs, le do-it-yourself, le partage. Il y a une valeur très forte de partage des savoirs. Si dans ce lieu l'accent est mis sur l'art, les ateliers restent ouverts à tous. Un entrepreneur, un artisan locaux, un particulier ou un artiste qui ne ferait pas partie du programme de résidence peuvent venir et moyennant des sommes relativement, équilibrées, pas trop chères, peut avoir accès du coup au Fab Lab et peut utiliser les fraiseuses, les imprimantes 3D et tout le matériel présent sur place. En France, des Fab Labs ont déjà permis à des startups de tester et de lancer de nouvelles activités.
On finit avec l'agenda. Tout d'abord, les rencontres de la Maison de l'Entreprise le mardi 15 juillet de 14h30 à 17h. Il s'agit d'une conférence débat pour revenir sur le parcours d'entrepreneurs. Ce sera donc à la Maison de l'Entreprise. Et puis les entreprises et les porteurs de projets qui s'interrogent sur des points de propriété industrielle, comme par exemple la protection des inventions ou des noms de produits. Vous pouvez vous rendre le 22 juillet à la Chambre de commerce et d'industrie de 14h à 17h45. Un expert de l'Institut national de la protection industrielle, l'INPI, pourra répondre à vos questions lors d'entretiens individuels. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire. Et c'est la fin de ce Fil Éco, le dernier de la saison. Je vous remercie pour cette année en notre compagnie. À très bientôt. Bonne soirée.